Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les thèmes principaux de ce 45e numéro de Lignes ouvertes en direct avec vous? Eh bien, les voici. Gastronomie, banque, compagnie aérienne, musique et cinéma. Tout ça à la fois avec Anthony Quindroy. Non, pas Anthony. Je commence avec Céline. Céline Bruet. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Ravi de vous revoir sur le plateau de Lignes ouvertes toute cette émission. Et puis, bien sûr, Anthony Quindroy qu'on ne présente plus. Bonjour Céline, bonjour Sylvain. Voilà, la parité impeccable. Et bienvenue à tous nos amis, en particulier à Élodie, Mathieu, Jonathan, Gilles, Nathalie, Marie-Pierre, Françoise et toutes celles et tous ceux qui vont nous faire le plaisir de nous retrouver. On en profite parce que c'est la dernière émission de la semaine. Lundi, il n'y en aura pas d'émission et ça sera sinon après mardi pour se retrouver. En tout cas, maintenant, on passe un bon moment ensemble. Alors Céline, je crois qu'on va tout de suite vous faire un grand plaisir, mais faire aussi un grand plaisir, je pense, à nombre de nos amis qui sont déjà avec nous, bien sûr, sur les supports numériques de Paris-Normandie, mais aussi sur les ondes de Radio Sensation et puis en partenariat avec Radio Horizon. C'est le chef David Gallienne, chef jeune, inventif, dynamique, créatif, qu'on retrouve, et on ne peut pas ne pas le dire, bien sûr, puisque c'est l'actu aussi de la journée parce qu'on est mercredi. On le retrouve régulièrement dans Top Chef sur M6. Bonjour David Gallienne. Bonjour. Voilà un beau chef sur un beau fond d'arbre. Vous êtes à Giverny là? Et oui, on est à Giverny, directement dans le salon du Jardin des Plumes. Alors, écoutez, on laisse tout de suite Céline vous poser la première question. Elle en brûle d'envie. Bonjour David. Bonjour Céline. Alors ce soir, c'est la suite des quarts de finale dans Top Chef. La semaine dernière, vous avez obtenu un premier pass avec une soupe à l'oignon revisitée. Moi, j'avoue, ça m'a donné très envie. Bon, vous savez le verdict, nous on le sait pas, mais globalement cette expérience Top Chef, comment vous l'avez vécue? Bah, écoutez, ça a été une expérience inoubliable, hein. C'est un ascenseur émotionnel, Top Chef. On vit vraiment un condensé de choses tellement intense en un temps très réduit que je réalise encore à peine tout ce qu'il a pu se passer. Et en tout cas, ça a été pour moi une remise en question très poussée, puisque aujourd'hui j'ai déjà changé des choses dans ma philosophie de cuisine. Et qui fait que se confirmer d'ailleurs avec ce qui s'est passé et avec ce qui se passe en ce moment. J'ai absolument pas suivi l'émission, hein, je suis désolé. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui pousse un chef comme vous à se lancer dans cette aventure. À la base, le premier critère, c'était quoi? Alors moi j'y allais pour trouver avant tout des réponses à mes questions pour pouvoir continuer à progresser, à faire grandir cette maison, à continuer à transmettre ma passion avec mes équipes. Et le fait de se faire juger par de grands chefs m'a permis en tout cas en ce qui me concerne à trouver certaines clés pour justement aller vers le surpassement de soi, d'aller chercher de nouveaux objectifs, hein. Et aujourd'hui, clairement, je vais pas me cacher que l'objectif, c'est d'aller chercher cette deuxième étoile. Céline? Et vous parliez que ça a changé votre philosophie de vie et de cuisine. Philosophie donc a aussi effectivement changé par rapport à ce que l'on vient de vivre cette période de confinement. Alors comment concrètement ça prend place dans votre cuisine, ces changements? Alors, j'ai plus peur d'aller dans mes retranchements. Ça a été vraiment une affirmation de signature culinaire, d'aller encore plus loin dans la démarche de circuit court et surtout le fédérer et le brandir haut et fort. Je pense qu'il est essentiel de revenir à des valeurs telles que nos grands-parents pouvaient vivre. En tous les cas, je parle vraiment du côté santé, du côté nourriture également, hein, de revenir à l'essentiel. Et ça a été la première thématique, hein, pour rentrer dans le concours, l'essentialisme. Et c'est vraiment aller chercher l'essence même du produit, conserver tous les goûts, toutes les qualités organoleptiques du produit et faire de ces produits des choses exceptionnelles. On voit qu'on est à Giverny, hein, David Gallienne, parce que là, sur l'image que vous nous avez composée, on voit ces rayons de soleil qui passent devant vous. C'est très impressionniste. On a Mathieu qui est avec nous, qui nous demande, il demande qu'est-ce qu'on gagne à Top Chef si jamais vous êtes le vainqueur.
Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne, alors pour ceux qui La sont renommée déjà. Oui, la renommée. de la finale, en fait, gagne une somme d'argent qui correspond au pourcentage de votants. Voilà, c'est sur une jauge de 100 personnes. Si le gagnant à 80%, il repart avec 80 000 euros. Alors, on est que trois, mais on a plein de questions à vous poser. On parlera aussi de ce que vous faites actuellement, hein. Vous n'êtes pas ouvert en tant que restaurant, bien sûr, comme tous les autres restaurants, mais vous préparez des plats à emporter. Céline, c'est peut-être ça que... C'est de ça que je voulais parler. Moi, je voulais savoir si je peux encore passer commande pour ce midi et qu'est-ce que je peux manger ce midi chez vous. Alors pour ce midi, les commandes sont closes puisqu'on a le click and collect qu'on a lancé maintenant il y a un petit peu plus de 15 jours. Après avoir cuisiné pendant un mois, 7 jours sur 7 pour les soignants, moi j'ai vécu mon confinement très activement à chercher des solutions et à essayer de m'occuper l'esprit et de continuer à vivre de ma passion. Donc les commandes sont closes. Pour aujourd'hui. Donc, les prochaines commandes seront pour demain. Mais en tout cas, la vente à emporter a déjà commencé et le va-et-vient se fait. Donc, on a lancé ce drive étoilé en ligne il y a un peu plus de 15 jours, comme je disais. Donc, on a 3 menus différents. Un menu qu'on appelle le menu Petit Jardin, qui est représentatif d'un menu déjeuner qu'on pourrait servir à nos clients au restaurant. Un menu Top Chef qui est inspiré des plats que j'ai pu réaliser tout au long de l'émission. Et cette semaine, on a lancé un menu barbecue, puisqu'on a quand même un temps qui s'y prête et qui est assez exceptionnel. Donc voilà, avec un petit livret accompagné de ces menus, de façon à ce que les gens puissent avoir toutes les clés en main et les dessins, les croquis, puisque je cuisine en dessinant, bien sûr, avant de mettre en œuvre. Donc voilà, tous nos clients, en tout cas. Donc on peut reproduire chez soi tous les plats. Ah, on a un problème de son, je crois. Non, vas-y. Vous nous entendez. Oui, les questions un peu moins légères, mais les restaurants sont actuellement fermés. Comment vous envisagez la reprise et comment ça va se passer pour les clients qui avaient réservé de longue date chez vous et qui n'ont pas pu venir? Alors on a hâte de réouvrir, de réaccueillir du public. On a pris et on a déjà travaillé sur un protocole très strict avec toutes les normes sanitaires qui puissent exister, hein, qui sont déjà en place dans certains commerces qui eux ont eu la chance de réouvrir. Donc voilà, il y aura un sens de circulation, les gens ne se croiseront pas, il y aura bien évidemment une distance respectée qui sera très large entre les tables et on va privilégier en tous les cas le bien-être et préserver la santé de nos hôtes. Et donc on va réduire notre capacité d'accueil de 30% par rapport à celle de d'habitude. Donc ce qui fait que si vous voulez réserver dès maintenant, eh bien allez-y parce que les places vont être chères. Et il se peut qu'on ait un carnet de réservation qui s'allonge et on l'espère de semaine en semaine. Vous êtes un chef heureux, David Gallienne. Un peu fatigué peut-être, mais heureux. Fatigué, je ne sais pas si ça se lit sur mon visage, mais... Non, je ne parlais pas de votre visage, mais avec tout ce que vous vivez, avec toute cette intensité émotionnelle. Et puis aussi, vous travaillez en même temps. Exactement, je suis très optimiste. La question piège, qui gagne Top Chef à la fin? Qui gagne Chef, un des 4 candidats que vous verrez à l'écran ce soir. Ce soir, voilà. Et très très bien, David Gallienne. On vous retrouve avec grand plaisir ce soir sur M6 à 21h05 pour ce programme qui nous inspire beaucoup d'ailleurs, hein, puisque on est nombreux bien sûr à faire la cuisine un peu plus qu'avant. En tout cas, on regrette juste une chose, c'est que Perico Légas, le célèbre critique gastronomique que vous connaissez bien, se réjouissait d'être là en Skype avec vous, mais comme on a un peu modifié notre horaire pour vous faciliter votre agenda du jour, Perico on le retrouvera tout à l'heure vers 12h45. Merci David. Très mes amitiés. À bientôt. Vous avez une question pour lui? Vous avez une question pour lui? Eh bien écoutez, posez-lui la question de savoir comment lui, il voit l'avenir de la cuisine étoilée après justement réouverture de tous nos restaurants. Eh bien écoutez, dans une grosse demi-heure, puisqu'on est en direct, on posera cette question de la part de David Gallienne à Perico Légas. Merci David, bonne chance, au revoir. Au revoir. Je connais.
Pas du tout, Top Chef. J'ai jamais regardé. Eh ben, il faut Mais regarder il est ce pas trop soir, tard ce pour soir vous à connaître, 21h. Anthony. On peut se tutoyer, Céline. Bah, hein. écoutez, est on entre m'a nous. dit que le vouvoiement était de mise. Non, Alors en tout donc, cas, il est pas trop on va enchaîner les sujets. Peut-être avons-nous un petit micro-trottoir de Martin Torrent qui est prêt à être diffusé, puisqu'il en produit régulièrement. Justement, ça tombe bien, tiens, de la restauration au commerce de centre-ville, il n'y a qu'un pas. Il est allé tendre le micro pour savoir où en étaient les commerçants de centre-ville. Dans la restauration, on ne peut pas avoir de couvert sur place encore. Donc on fait que de la vente à emporter, donc ça limite un peu l'activité, mais ça fait du bien de voir quand même du monde ressortir et consommer. Et puis on a des clients qui sont fidèles, qui reviennent nous voir, et ça fait plaisir. Et puis là maintenant ça commence à s'inverser. On fait un peu plus de vente à emporter sur place et moins de livraison à domicile. Je crois que les gens ont très très envie de revenir. Moi, les gens arrivent et me disent on peut pas s'asseoir. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas réalisé que les cafés et restaurants n'ont pas le droit de rouvrir. Donc je pense que oui, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, mais je pense qu'il faut faire attention que voilà, le virus il n'est pas encore parti et j'ai l'impression que les gens ont un petit peu oublié ça. Je vois pas du tout comment on va faire. Si c'est pour qu'on nous demande de mettre des plexiglas, c'est pareil, mais qui les paye? Parce que c'est un investissement très très coûteux. Les aides n'ont pas suffi, donc faut voir comment on s'adapte. On ouvre parce qu'il faut ouvrir, parce qu'aussi on a besoin de voir les gens et parce qu'il faut redémarrer l'activité. Mais c'est absolument pas comparable pour nous, les cafés-restaurants. En tout cas, moi qui suis indépendante, etc., c'est pas du tout comparable. Alors du coup, déconfinement lundi dernier, ça a été très calme quand même de lundi jusqu'à mercredi pour moi. À partir de jeudi, j'ai commencé à faire des super journées. Donc, mais je peux entendre un peu à droite à gauche que ça reste calme relativement pour tout le monde. Là, on ressent plus de monde. Il y a plus de monde dans les rues, les gens sortent un peu plus. Je pense que ça, c'est l'effet des 2 mois forcément enfermés. Les gens veulent profiter. Et comme je disais tout à l'heure, plus le soleil et la chaleur, ça aide vraiment. Donc, mais on ressent quand même beaucoup plus de monde qu'avant le confinement. Ouais, carrément. C'est un peu compliqué, c'est tout divisé par 2, voire par 3. Ça, on voit que ça a du mal à redécoller en fait. Les gens reviennent petit à petit, reprennent des habitudes, mais c'est pas encore ça. On peut pas encore dire que c'est rentable là d'être ouvert. Il y a un retour des clients dans mon activité mieux que je pensais. Je m'attendais à une baisse beaucoup plus significative. Et on a quand même un retour des clients déshabitués, même s'il y a une baisse, on a quand même une baisse. Mais dans mon activité, je suis content. Je suis content malgré le Covid et les 2 mois sans travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est au-dessus des estimations. J'étais parti sur du moins 50%, donc on est un petit peu au-dessus. Donc on a une baisse, mais ça va. Voilà, on espère que ça aille mieux. Restez bien avec nous, nous sommes bien sûr toujours en direct avec vous sur les supports numériques de Paris-Normandie, en direct également sur Radio Sensation et en partenariat avec Radio Horizon. Participez, commentez, posez vos questions. La banque, tiens, justement, la banque, c'est un domaine qui nous concerne tous. Hein. On a tous un compte bancaire, que l'on soit particulier, que l'on soit professionnel. Il nous a paru intéressant, à ce stade du déconfinement, eh bien, de faire un point avec un banquier. C'est Olivier Quilin. Bonjour, monsieur le banquier. Bonjour, monsieur le banquier. Alors, C'est vous ça, êtes on a le l'impression qu'on va ouvrir un directeur crédit. général national du groupe Labred. On a plaisir à vous accueillir en direct sur le plateau de Lignes Ouvertes. Allez, une première question très vague, très large. Est-ce que le banquier que vous êtes a le moral? Il a le moral, mais de temps en temps, il faut pousser un peu pour bien avoir le moral. Parce que quand même, la situation, pas la peine de le redire, est quand même totalement inédite et compliquée. Bon, nous, on a quand même assuré tout le temps, on était une fonction essentielle, parce que s'il n'y a pas de banque, ben, il n'y a plus de paiement, il n'y a plus d'économie, hein, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'épargne, etc. Donc là, heureusement qu'on était là, et heureusement qu'on a félicité beaucoup tous les gens qui travaillent dans la santé, c'était indispensable, mais je crois que tirer un coup de chapeau, franchement, à ceux qui étaient dans les banques, parce que chez nous, on a eu 100% de nos agences ouvertes en Normandie, et on a eu 90-95% des personnes présentes dans les agences, ce qui était quand même considérable. Et tout cela parce qu'on était une fonction essentielle, tout le monde est passé et monté au front, quoi. Olivier Klein, vous aviez pour la Bred passé une année faste en 2019 avec des résultats conséquents, on va dire solides même. Vous partiez sur une relance des implantations d'agences en début d'année, c'était les annonces de la Bred nationale. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment la situation va toucher ou peut-être modifier votre plan d'attaque pour l'année
et les années à venir? C'est une très bonne question parce qu'en fait, elle se pose à la banque, elle se pose à beaucoup d'entreprises. Comment on réagit pendant cette crise et à l'issue du confinement? Est-ce qu'on continue nos investissements? Est-ce qu'on est en attente? Et c'est bien la question qui se pose à toutes les entreprises. Alors, pour répondre pour nous et pas éviter la question du tout, bien sûr, dans un premier temps, on va faire un maintien de toutes nos agences et de tous nos effectifs, de tous nos collaborateurs. Ce qui est déjà quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de banques, vous le savez, beaucoup de journaux, beaucoup d'experts ou soi-disant experts qui disent qu'il faudrait baisser le nombre d'agences puisqu'on a compris maintenant comment elles fonctionnaient à distance, etc. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que dans les agences, bien sûr, le traitement du transactionnel, de ce qui est rechercher de l'argent, etc., a baissé, mais a baissé depuis longtemps et s'éteint progressivement. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important dans les agences, c'est d'avoir des conseillers qui sont en proximité avec leurs clients. Cette proximité, elle peut se passer par le téléphone, elle peut se passer physiquement, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est d'avoir des conseillers à valeur ajoutée qui sont là pour accompagner les projets de vie ou des projets d'entreprise. C'est ce qu'on fait. Donc, moi, je ne bougerai pas le nombre d'agences et je ne bougerai pas le nombre de personnes. En revanche, on attendra quelques mois pour voir comment tout ça repart, pour redévelopper encore davantage d'agences. Juste avant la prochaine question qui est posée par Céline, j'ai une question d'une internaute, monsieur le directeur général, Françoise, qui nous demande si vous avez une idée de l'évolution à venir des taux d'intérêt pour l'immobilier. Oui, c'est une bonne question. On se pose tous la question, est-ce que l'immobilier va repartir? Évidemment, on a eu un creux dans les crédits immobiliers considérable pendant le confinement. Les agences immobilières étaient fermées, personne n'allait chez personne, c'est évident. Ouais. J'ai une bonne surprise quand même, c'est que depuis quelques jours de déconfinement, le crédit immobilier repart. Et repart significativement. Donc ça veut dire que le marché n'est pas mort quand même. Les taux d'intérêt ne vont pas beaucoup bouger. Ce qui va un petit peu bouger, me semble-t-il, c'est dans la crainte d'une crise immobilière, c'est sans doute un petit peu plus d'apports demandés par les banques. Avant, on finançait 100%, parfois même les frais de notaire. Là, il y aura sûrement un petit peu d'apport demandé, du type 10% davantage par toutes les banques, parce qu'il faut se prémunir contre, évidemment, un risque de baisse du prix de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose d'important. La crise a mis en lumière des soucis avec les assureurs, par exemple, notamment les restaurateurs qui en demandent un peu plus, qui demandent un peu plus de soutien. Qu'en est-il au niveau des banques qui, parfois, ont été accusées de ne pas jouer le jeu du soutien à l'économie ? Honnêtement, je pense que c'est à tort. Alors moi, je parie pour la Bred, parce que c'est ce que je connais le mieux, bien sûr. Mais globalement, je pense que c'est à tort. Les banques ont incroyablement joué le jeu. Par exemple, nous, en Normandie, on a un peu moins de 300 collaborateurs, on a 60 agences, on a 2 centres patrimoniaux, 3 centres d'affaires. Tout le monde était sur le pont, comme je l'ai dit. Et on a fait 1400 dossiers en peu de temps quand même, représentant 155 millions de prêts garantis par l'État. Et en faisant cela, bien sûr, l'État garantit entre 90 et 70% du montant des prêts. Mais les banques prennent entre 10 et 30% du risque. Mais là, on est sur les professionnels. Je parlais plutôt pour les particuliers qui ont pu rencontrer des difficultés. Vous avez raison, sur les professionnels et pour les entreprises. Quand vous avez parlé des commerçants aussi, oui. Je pense. Mais entreprises et commerçants, on a déboursé cela. Et toujours, pour finir du coup, on a reporté 7500 échéances de crédit. C'est-à-dire pour 7500 commerçants, artisans, entreprises, on a reporté de 6 mois les échéances de crédit pour les aider à passer. Sans frais, donc. Ça fait quand même, c'est majeur. Pour les particuliers à aujourd'hui, pour vous dire, à aujourd'hui, je dis bien, oui. Il n'y a pas de difficulté des particuliers pour l'instant. Pourquoi? Soit ils sont fonctionnaires, il n'y a rien de changé, soit ils sont dans le privé, soit ils ont continué à travailler et à être payés, soit ils ont été pris en charge par le chômage partiel et ont été payés 85% du net. Donc aujourd'hui, on n'a pas de difficulté de particuliers. Ce qui ne veut pas dire, s'il y a des entreprises qui font faillite dans les mois prochains, qu'il n'y aura pas plus de chômage et qu'il n'y aura pas à ce moment-là des difficultés à regarder. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais la Bred est prête, justement, je dis la Bred puisque vous êtes le directeur général national du groupe, la Bred est prête à faire face à un afflux éventuel de défaillance de ses clients particuliers, de clients qui pourraient avoir besoin d'un soutien. Est-ce que c'est un engagement que vous pouvez prendre aujourd'hui ? Bien sûr, on a été totalement en réponse et plus que réactif vis-à-vis de nos clients entreprises, commerçants, artisans et professions libérales. On le sera avec les particuliers.
Le cas devrait être moins général, bien sûr, parce que quand on a le confinement, on a tellement d'entreprises qui ne vendent plus rien que là, il fallait être partout à la fois. Hein, et il faut vraiment saluer tous les collaborateurs bancaires qui ont bien répondu, remarquablement répondu. Pour les particuliers, ça sera plus en fonction des cas, hein, parce que heureusement, tout le monde ne va pas perdre son emploi, heureusement, tout le monde ne va pas avoir de baisse de rémunération, mais il faudra accompagner et évidemment, il faudra répondre présent comme on sait le faire. Olivier Klein, Françoise qui avait posé la question sur les taux d'intérêt pour l'immobilier vous remercie, vous lui avez répondu, elle est contente. Et puis on a Stéphane qui se souvient avoir passé avec vous un bon moment à l'Armada 2019. Vous étiez venu à Rouen pour le rassemblement des grands voiliers. Exact. Écoutez, on espère qu'une nouvelle édition pourra se produire parce que, oui. et rapidement, parce que les manifestations où on se retrouve nombreux, ça fait aussi partie du plaisir de la vie. On a beaucoup, Olivier Klein, évoqué au début d'ailleurs de cette crise, plus tellement dernièrement, les différences qui pouvaient y avoir, qui pouvaient exister pour les banques et la mission qui est la leur entre 2008, cette crise à l'origine des subprimes, et puis cette crise que l'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez peut-être rappeler avec des mots simples, pédagogiques pour tout le monde, la différence fondamentale qu'il y a vu du point de vue de la banque entre cette crise de 2008 et cette crise de 2020 ? Bien sûr. Alors, d'abord, il y a quand même deux types de banques. Il y a les banques commerciales de détail qui accompagnent l'économie en permanence. Et celles-là, honnêtement, même en 2007-2009, n'avaient pas failli, franchement. Les banques d'investissement avaient eu beaucoup plus de sujets, avaient coûté beaucoup plus cher. Et c'est là où l'opprobre s'est répandu sur l'ensemble des banques, parce que, tout simplement, elles avaient été, pour partie, à l'origine de la crise. Pour partie, parce qu'il y avait quand même un état de surendettement qui a facilité, qui a entraîné les choses. Donc là, les banques étaient mal. Aujourd'hui, la crise ne vient absolument pas des banques. Les banques sont même globalement plus en bonne santé. Voilà, c'est conjoncturel. Grâce à la réglementation bancaire, etc. Donc, les banques sont en meilleure santé. Deuxièmement, le virus arrivant, les banques ont répondu présent. Et là, les banques sont un soutien, sont utiles. Elles ont été déclarées, je le répète, services essentiels. Ce n'est pas pour rien. Sans les banques, il n'y a pas d'économie. Il faut qu'on accompagne l'économie. Nous sommes des banques de l'économie réelle, à la BRED, les banques populaires en général, évidemment, ce sont des banques de l'économie réelle et nous sommes totalement au service de l'économie. Il n'y a aucun doute et on est en plus implanté dans chacun de nos territoires et on est en symbiose avec nos territoires. Si les territoires vont bien, on va bien. Si on va bien, on aide à aller bien les territoires parce qu'on finance les projets. Et ça, c'est crucial. Et évidemment, la différence entre cette crise-ci et la crise d'avant, c'est que personne ne peut reprocher aux banques d'être fautives. Au contraire, elles sont là pour aider et on est en soutien fort. Est-ce qu'on peut penser que les banques risquent d'être pénalisées par la crise et qu'il pourrait y avoir des soucis qu'on n'envisage pas pour l'instant, mais qui, sur le long terme, poseraient des problèmes? Il faut m'aider à finir ma phrase, Sylvain. Oui, évidemment. Elles vont avoir des soucis, pas des soucis existentiels, j'espère, pas de crise majeure bancaire, parce que les banques en France sont solides. Mais c'est clair que leurs résultats vont baisser parce qu'il y aura des impayés, il y aura des difficultés dans les entreprises, il y aura donc un coût du risque de crédit qui va monter, pas maintenant, dans quelques mois, et probablement aussi pendant 6 mois l'année prochaine, on aura des difficultés en termes de coût du risque. Il va falloir assumer. Mais comme on est solide, qu'on a de gros capitaux propres, comme les résultats sont tout à fait corrects, on va assumer sans avoir une crise fondamentale bancaire du tout, me semble-t-il. Encore une question très pratique, Olivier Klein, d'une personne qui nous suit, qui vous écoute, et qui nous dit, avec les difficultés financières qu'on peut pu rencontrer, et que rencontrent encore certains ménages, du fait d'une activité professionnelle moins importante, moins rémunérée, est-ce qu'il y a certains dossiers d'endettement qui peuvent être étudiés avec un regard bienveillant de la part du banquier ? Évidemment. Dès lors qu'on pense qu'il y a une possibilité de retrouver une normale dans le temps, pas forcément immédiatement, c'est exactement comme pour les commerçants, les entreprises, etc., on accompagne. La seule chose, ce qu'on ne peut pas faire, et d'ailleurs ce que la loi ne nous permet pas, c'est d'accompagner durablement des entreprises en perte, parce que ça serait rentrer totalement contre l'efficacité de l'économie, et ça serait malsain pour tout le monde. Pour les ménages, on ne peut pas durablement financer des consommations supérieures aux revenus. Mais si c'est accidentel, évidemment, c'est notre devoir, notre responsabilité, notre honneur aussi de savoir le faire.
Très bien. Merci beaucoup, Olivier Klein, d'avoir passé ce moment avec nous pour nous donner ces éclairages. Comme ça, on est directement du banquier au particulier, puisque c'est une majorité, je pense, de particuliers qui nous écoutent et qui nous suivent dans ce direct de Lignes Ouvertes. Merci encore. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, on va se rafraîchir un petit peu les neurones et puis les idées. Martin Torrent est allé aussi porter le micro dans les rues. Non, il n'est pas allé porter dans les rues. Donc, je change mon fusil d'épaule. Il faut pas me faire des signes comme ça. On a vu qu'on ne pouvait pas vous interpeller. On a Marc Braun nous attend. Voilà. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous nous demandez à Céline et moi. Oui, mais quand tout le monde se met à faire des différents signes et différents messages, c'est vrai que des fois, moi, je n'y arrive plus. Alors donc, on passe effectivement à notre collaborateur, ami, notre collègue plutôt, Marc Braun, journaliste économique de Paris-Normandie. Bonjour Marc, toujours au téléphone. Oui, bonjour à tous. Eh ben Marc, moi je pose pas de questions. Tant qu'on n'a pas une vidéo, moi je pose plus de questions à Marc. Voilà. Une vidéo, comment ça? Marc on vous veut en Skype, Marc. En liaison Skype. Mais en Skype, faut-il avoir une caméra et un micro intégré, ce qui n'est pas le cas, je suis désolé. Marc, il est encore bon, alors Marc, votre intervention est tout à fait logique à l'issue de celle d'Olivier Klein, le DG national du groupe Labred, puisqu'on reste dans l'économie, mais alors là, on passe dans l'économie très pratique, très concrète, très territoriale. Les entreprises autour de chez nous, comme j'ai coutume de dire. 2 ou 3 news, 2 ou 3 brèves de votre part, Marc Braun. Oui, alors déjà, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans les plans de relance, entre l'aéronautique et le spatial, l'industrie, les CCI dans notre édition d'aujourd'hui. Demain, je refais un tour complet de la filière cidre en Normandie, parce que je l'ai déjà esquissé il y a quelques jours, mais le problème, c'est que le cidre, on n'en a pas acheté, notamment en GMS. Il y a pratiquement 200 000 hectolitres de cidre qui étaient en vrac et qui vont carrément être destinés à la fabrication de gel. Il y a 100 000 hectolitres de jus de pomme qui vont sans doute partir en méthanisation. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas consommé de cidre et c'est une boisson qui reste conviviale, une boisson d'été d'été ou de quasi-été dont on aurait pu profiter. Ce n'est pas le cas. Du coup, face à la chute de la consommation, les syndicats, les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture se mobilisent. Hervé Morin y est allé d'un petit courrier au ministre de l'Agriculture. Voilà, tout ça doit faire mousser le cidre avec une idée toute simple, toute bête, sans inciter à la consommation, c'est que chacun aille acheter une petite bouteille chez son producteur local. En fait, le souci, c'est pas tant que les gens n'en ont pas acheté plus que d'habitude, c'est surtout que les bars, restaurants, enfin tous les commerces de bouche étaient fermés et n'ont pas pu prendre leur stock habituel, c'est ça? Voilà, alors il y a l'aspect GMS qui était complètement en retrait, et aussi c'est ce qu'on appelle donc le circuit court, là pour le coup, la restauration, les cavistes qui étaient fermés. Donc il y a une nécessité de relancer complètement la filière en sachant que donc les stocks sont énormes alors qu'une autre récolte évidemment va se profiler. Donc faut pouvoir rebondir sur le secteur. Bon. Et puis dans nos éditions de demain, évidemment, on va reparler de la situation de Renault en balayant tous les secteurs, en se demandant si les 2 milliards d'économies annoncées vont pas toucher nos sites en Normandie, même si on a déjà évoqué celui de Renault Alpine à Dieppe et de Flins pas très loin de chez nous. Et quelles sont les réactions syndicales? On suppose qu'ils sont montés comme des coucous là, non? Ils sont montés comme des coucous attentistes. Je viens d'avoir quelqu'un de chez Renault à Cléon. Comme ils ne sont pas cités, on peut se dire qu'ils sont à l'abri, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque dans les 2 milliards d'économies annoncées en février par la directrice intérimaire de Renault, il était question... Enfin, elle a dit clairement qu'il n'était plus tabou, forcément, d'envisager de fermer des sites. Donc tout le monde est attentiste et s'inquiète. Chez Renault à Cléon, en tout cas, on a repris la production s'agissant du moteur M qui équipe les gros véhicules, Trafic et Master, et aussi le moteur électrique destiné principalement à Zoé. Il y a 80% des salariés qui sont retournés dans les ateliers de Renault à Cléon. Voilà. Merci beaucoup Marc Braun. On a Marie-Lise qui vous suggère de consommer du cidre rosé. Et puis Mathieu nous demandait si vous aviez des infos sur la bénédictine, parce que s'agissant de tous ces breuvages, effectivement, on peut penser à Fécamp. Mais la bénédictine,
on en trouve toujours en GMS. Elle s'est évidemment moins écoulée. C'est du produit festif aussi, c'est du produit apéritif ou qu'on peut décliner sous forme de cocktail. Mais évidemment, comme on s'est moins vu, la consommation est en retrait également. Très bien, merci beaucoup Marc. J'ajouterais pour compléter la réaction de notre internaute, il y a le cidre rosé, mais il y a un produit qui monte en puissance, c'est le cidre de glace. C'est bon ça. Pour les desserts ou en digestif. Eh bien écoutez, c'est difficile Bonne de parler de tout ça avec modération toujours. En direct. Avec modération toujours. Bonne journée. C'est difficile de parler de tout ça en direct à 12h30. Ça donne faim et ça donne soif avec modération, comme on l'a dit. Perico Légas encore après, ça va encore me... Alors restez bien avec nous parce qu'on va parler cinéma tout à l'heure, on va parler musique, on va retrouver notre truculent Perico Légas, critique gastronomique, en tout cas, et d'autres choses encore. Mais pour l'instant, on va reparler compagnie aérienne et on a la chance d'être en ligne avec le président de la FNAM, ça veut dire la Fédération nationale de l'aviation marchande. C'est monsieur Alain Battisti. Bienvenue sur le plateau en direct de Lignes Ouvertes, Alain Battisti. Merci de m'accueillir à l'antenne. Voilà, donc vous représentez toutes les compagnies aériennes françaises. Vous êtes vous-même d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure peut-être, président d'une compagnie aérienne qui s'appelle Chalair Aviation. Vous desservez un certain nombre de villes de province depuis l'aéroport d'Orly et puis vous faites de l'intradomestique de province à province. On a déjà eu ici sur le plateau le président de l'Union des aéroports français. On a déjà eu aussi le journaliste Bernard Chabert. Bref, on s'intéresse beaucoup à l'aviation parce que c'est un secteur qui est en grande difficulté. Comment réagit le président que vous êtes aujourd'hui, au moment où on se parle, mardi 20 mai en direct? Écoutez, l'aviation marchande française, c'est-à-dire les compagnies aériennes, vit un moment de grande inquiétude, évidemment, puisque nous sommes à l'arrêt depuis la deuxième quinzaine du mois de mars. Les activités sont quasiment à zéro. Seuls quelques vols se font au départ de Charles de Gaulle vers les DOM-TOM principalement, donc les Antilles, la Réunion. Mais très peu de choses. Imaginez qu'il y a normalement 14 vols au départ de Paris pour New York chaque jour et qu'actuellement il y a moins d'un vol par jour sur New York. Donc une activité qui est à zéro et en même temps il y a un désir très fort de se projeter. C'est le désir bien sûr des chefs d'entreprise, des dirigeants, mais c'est aussi celui des salariés de remettre en route progressivement la machine, sachant que malheureusement on est aujourd'hui confronté à différentes choses. On a d'abord des frontières qui sont fermées, donc on ne peut pas voyager à l'étranger simplement. Ensuite, on a une interdiction de voyager au-delà de 100 km, sauf raison impérieuse. Et même les déplacements professionnels sont très fortement déconseillés. Donc on imagine mal comment tout ça va pouvoir se remettre en route au mois de juin. Et donc on envisage, ou on imagine actuellement, une reprise très laborieuse en juillet, en août. Et le grand rendez-vous sera septembre, évidemment. Alors, mais très compliqué aujourd'hui. Avant la reprise juillet, août, voire septembre, il y a des passagers qui se sont retrouvés le bec dans l'eau pendant cette période et qui n'ont toujours pas de retour de leur compagnie. Enfin, je ne vais pas en citer, mais voilà, il y a quelques compagnies qui n'ont pas encore joué le jeu. Qu'est-ce que vous leur dites à ces compagnies et qu'est-ce que vous répondez à ces clients qui, pour l'instant, se sentent lésés, qui n'ont pas obtenu le remboursement de leur voyage annulé? Alors, la question des remboursements, évidemment, c'est une question fondamentale. Elle intéresse les gens à titre personnel, souvent, mais elle interroge aussi, elle intéresse les entreprises qui ont payé ces billets. Il y a eu beaucoup de remboursements. Il faut quand même garder en tête que, d'abord, il y a des billets qui font l'objet d'assurances. Donc, en général, les assurances voyage ont été activées et les billets ont été remboursés. Ensuite, il ne faut pas confondre les compagnies aériennes avec les packages des tour opérateurs. Les tour opérateurs ont obtenu que les voyages à forfait, on parle vraiment des vols secs. Par ordonnance. Pardon ? On parle vraiment des vols secs, pas des forfaits. Alors, les vols secs. Aujourd'hui, il y a eu... D'abord, toutes les compagnies ne sont pas toutes au même diapason. Certaines ont remboursé. Ça a été le cas, par exemple, de Chalair qui a remboursé énormément de billets, pas tous. Mais il y a une situation quand même extrêmement compliquée pour beaucoup d'opérateurs qui est la suivante. C'est est-ce qu'on rembourse les billets et on ferme la compagnie en ne payant pas les salaires, ou est-ce qu'on paye les salaires de ses salariés et on essaie de trouver un avenir pour rembourser plus tard? J'aimerais vous voir à la place des gens qui sont aujourd'hui concernés par ce genre de questionnement. Question à propos de la différence qui peut exister entre ce qu'on appelle les
compagnies traditionnelles et puis les compagnies low cost, ou en tout cas low fare, il faudrait mieux les appeler low fare pour certaines. Comment voyez-vous le rebond pour ce secteur de l'aviation, s'agissant que l'on est soit low cost ou low fare, ou soit compagnie traditionnelle? Quelles sont celles qui, pour vous, vont revenir le mieux possible sur le marché et le mieux possible vers d'éventuels futurs bénéfices? Alors, ce qui est aujourd'hui à peu près établi, c'est que la plupart des grands pays européens, mais aussi dans le monde, ont apporté un soutien direct financier aux compagnies ressortissantes principales, ce qu'on appelait autrefois les compagnies nationales. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis. 55 milliards de dollars ont été investis par le gouvernement américain pour protéger les compagnies américaines. Et c'est le cas également des grands concurrents des pays du Golfe. Donc il faut imaginer que beaucoup d'argent a été mobilisé parce que les grands pays considèrent que les compagnies aériennes sont des enjeux stratégiques, des enjeux de souveraineté pour leur économie et leur puissance politique. Bon. Dans le cas de la France, Air France a bénéficie d'un soutien assez important. Il est certain que ça va permettre de mieux redémarrer, en tout cas de ne pas disparaître à court terme, dans une compétition qui va changer. Elle va changer parce qu'il y aura certainement moins d'opérateurs dans le futur proche. Ça, c'est pas très bon pour le consommateur, puisque ça veut dire aussi une concurrence qui va être plus faible, moins forte, et donc des prix de billets qui pourraient, je parle au conditionnel, qui pourraient augmenter. Ça, c'est pas une bonne chose. Le deuxième phénomène, c'est se demander, c'est effectivement la question que vous posez, à savoir est-ce que les compagnies traditionnelles vont mieux s'en tirer que des compagnies low fare ou des compagnies low cost. Il est clair que les low cost les plus puissantes, on pense évidemment à une compagnie irlandaise bien connue, à une compagnie anglaise bien connue, vont sortir beaucoup plus puissantes et sont de véritables prédatrices, sachant que ce sont des compagnies qui utilisent toutes les zones grises, notamment des lois sociales en Europe, qui vivent largement sur des subventions. Il est assez étonnant d'ailleurs de voir que l'un des patrons de ces compagnies se plaint des subventions données aux compagnies nationales, et pourtant il en vit lui. Donc ces deux compagnies-là vont sortir très puissantes et risquent de balayer une partie des compagnies plus traditionnelles, low fare ou legacy. Et ça, ce n'est pas très bon pour l'emploi, et notamment pour l'emploi français qui risque de pâtir de cette situation. Céline ? Sur l'aviation d'affaires, là, il y a des entreprises vraiment qui ont repris, dont l'activité reprenne et qui donc doivent peut-être se reporter vers d'autres modes de transport. Est-ce que vous avez peur de ne pas retrouver ces clients ? Alors l'aviation d'affaires pour l'instant, il y a deux choses. Il y a les gens qui voyagent pour des raisons professionnelles et il y a les avions dédiés dits aviation d'affaires. Ce sont deux choses différentes. L'aviation d'affaires, donc les business jets, aujourd'hui sont quasiment à l'arrêt. Il y a deux pays en Europe qui vivent le plus durement cette situation, c'est le Royaume-Uni et la France. Et comme logiquement, c'est les deux pays qui vivent des situations sanitaires compliquées en ce moment. Ouais, Céline parlait des voyageurs qui voyagent pour affaires, pour leur travail. Oui. Alors, pour ce qui concerne les voyageurs qui voyagent pour des raisons professionnelles, pour leur travail, il y a très peu de voyages envisagés au cours du mois de juin et du mois de juillet. On a nous-mêmes ouvert les réservations et c'est très simple, on n'a aucune nouvelle réservation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la peur et les contraintes sanitaires que l'on connaît tous empêchent de se projeter à 3 ou 4 semaines, y compris pour des raisons professionnelles. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de septembre ou octobre, où on aura certainement une meilleure visibilité. Pour finir, peut-être Alain Battisti, sur une note qui va vous faire plaisir, je vois derrière vous la photo d'un bel avion, je pense que c'est un DC-3, un Dakota, comme on dit, je me trompe, non? C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est l'avion emblématique Alors pourquoi du débarquement de la Normandie, mais c'est aussi l'avion qui a permis de reconstruire le transport aérien après la guerre. Pourquoi je dis que ça va vous faire plaisir? Parce que, outre le fait d'être un patron de compagnie aérienne, vous êtes aussi un grand amateur d'aviation vous-même, et puis ce Dakota, il est proche de vous. Je veux peut-être vous laisser en dire plus. Oui, l'année dernière, à la même époque, nous étions quelques pilotes de Dakota réunis en Angleterre pour préparer justement les commémorations du 6 juin. Et c'était plutôt un moment de sympathie, puis un gros moment d'émotion évidemment, que de préparer la traversée de la Manche, que nous avons réalisé le 5 juin
avec plus de 24 Dakota, et nos amis américains et anglais qui organisaient l'événement en plus ont eu la grande délicatesse de nous permettre à nous, le seul Dakota français, de leader la formation, c'est-à-dire de diriger la formation et d'être le premier avion à se poser le 5 juin au soir à Caen, à Carpiquet précisément. C'était une façon de rendre hommage à nos anciens, à nos vétérans. Et malheureusement, cette année, les festivités vont être très limitées. Très limitées, même si l'émotion demeure à l'identique. Avant de vous laisser partir, j'ai la dernière question. Je sais que Sylvain va me faire les gros yeux, mais vous disiez tout à l'heure que les compagnies à bas coût risquaient de jouer les prédatrices. Quelle serait la bonne solution pour éviter qu'il y ait trop de défaillances chez les compagnies aériennes? C'est quoi le scénario idéal? Pour ce qui est des compagnies aériennes françaises, ce qui serait bon, c'est qu'il y ait un plan pour l'ensemble du secteur et pas seulement pour Air France, même si le plan pour Air France n'est pas du tout discutable, il était nécessaire et je crois que le gouvernement a pris une bonne décision en le faisant. Juste au détour de ça, combien de compagnies françaises ? Aujourd'hui, on compte environ une 50aine de compagnies françaises, dont une petite dizaine de compagnies majeures, qu'elles soient long courrier ou moyen courrier. C'est par exemple Corsair, c'est Air Caraïbes, c'est French Bee, c'est Air Calédonie International, c'est aussi Chalair pour la Normandie. Donc ça, ces entreprises-là ont besoin d'un plan pour les aider à redémarrer en fait, et surtout à préserver l'emploi, les compétences, parce qu'on pourrait imaginer donc des pertes de compétences. Donc ça, c'est l'immédiateté, c'est d'avoir un plan. Et puis ensuite, d'une façon générale, peut-être au niveau européen, d'agir de façon réglementaire pour éviter les ventes à perte. Aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sociétal, environnemental, il est à peine imaginable de voyager à travers toute l'Europe avec un billet qui a une valeur symbolique de 5 ou de 20 euros. Donc on pourrait imaginer une réglementation appliquée qui empêche la vente à perte, ou en tout cas qui empêche de voyager sans payer par exemple simplement les taxes d'aéroport. Il faut imaginer que c'est en gros entre 18 et 20 euros pour la France, et une petite trentaine d'euros au niveau européen. Et ça, c'est une réglementation européenne à modifier alors? Oui, et puis on a les outils en France pour imposer cette réglementation si d'aventure on pouvait effectivement agir au niveau communautaire. Merci. Voilà. En guise de conclusion, un de nos fidèles web spectateurs nous demande si vous avez le moral. Brièvement. Déjà, il y a un sourire, je vois un sourire déjà. Non, mais on est dans une situation de grand danger et si on n'avait pas le moral, on ne serait pas chef d'entreprise comme c'est mon cas. Voilà. Maintenant, on a une grande solidarité à l'intérieur de la compagnie. Je dois avouer que j'ai été très heureux de voir les initiatives qu'ont pris le personnel qui est aujourd'hui malheureusement confiné, mais qui sont solidaires, qui continuent à s'entraîner, à faire le maintien de leurs compétences et qui aspirent au redémarrage. Et c'est pour ça qu'on se bat. Hein. C'est pas que pour de l'argent, c'est aussi parce qu'on est dans une équipe. Merci beaucoup Alain Battisti, on vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance, et puis à vous, et puis aussi à votre flotte, puisque votre flotte elle est composée de 6 ATR 42 et de 9 Beech 1900. Merci à vous d'avoir participé à ce direct. À bientôt. Merci. Au revoir. On sent que vous aimez bien parler d'aviation, Sylvain. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup parce que je vais vous dire, il y a une vingtaine d'années, le journaliste Bernard Chabert m'avait dit imagine ce que deviendrait le monde, et notamment l'économie, si un jour tous les avions s'arrêtaient. C'était une réflexion comme ça hypothétique. Il ne pensait pas du tout au coronavirus. Et il avait commencé à égrener toutes les conséquences. On y est, en quelque sorte. On va pouvoir même en parler avec notre prochaine invitée, Marie Léveillé, puisque je pense que c'est un scénario qui ne lui déplairait pas, mais elle va pouvoir nous en dire plus. Alors justement, on accueille Marie Léveillé. On la voit arriver à l'écran. Bonjour Marie. Bonjour. Poursuivez, Anthony. Dites-nous qui est Marie Léveillé et pourquoi nous la recevons. Alors Marie Léveillé, vous êtes lycéenne. Oui, c'est ça. Vous êtes en terminale. Alors, je reprends au lycée Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. Tiens, bonjour à tous les lycéens de JB qui nous écoutent. Ils se reconnaîtront. Et vous avez écrit à Emmanuel Macron. Alors, on vous présente un peu comme la Greta Thunberg rouennaise. C'est peut-être un peu... Enfin, déjà, comment vous le prenez, cette présentation? Alors, on m'a déjà posé la question quand j'ai écrit l'article. Et je disais que... ni ça me vexait, ni ça me flattait, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes moyens d'action, on ne travaille pas à la même échelle. Pour l'instant. Et après, les résultats qu'elle a eus sur le pouvoir public,
c'est sûr que c'est impressionnant. Alors, on peut peut-être expliquer pour que tout le monde, toutes celles et ceux qui nous suivent comprennent, qu'y avait-il dans cette fameuse lettre que vous avez envoyée au président Macron? Alors, dans cette lettre, je rejoignais un peu les appels qui avaient déjà été faits par beaucoup d'intellectuels, mais qui n'ont pas forcément eu énormément d'effets. Et j'utilise ma toute petite légitimité sans penser forcément avoir d'effet sur le pouvoir public ou sur les comportements individuels. Mais je voulais juste qu'on puisse changer de conception de la réalité et se dire que chacun avait une responsabilité individuelle pour la crise face à l'environnement. Céline. Alors, dans ce texte qui fait plusieurs pages et dont on a publié vraiment de très très larges extraits, notamment vous faites un lien avec le pangolin qui est soupçonné d'avoir transmis l'épidémie de Covid-19 à l'homme, mais que c'est aussi l'animal le plus braconné au monde. Pourquoi pourquoi sortir cette lettre maintenant? Pourquoi en plein confinement? Parce que c'est en plein confinement que vous l'avez publiée. Parce que je pense que la crise du Covid-19 nous a montré que ce qu'on vivait actuellement n'était pas normal et qu'il y avait un étendue des possibles qui s'ouvrait devant nous après la crise et qu'il allait falloir reconstruire. Donc c'était peut-être le moment ou jamais pour agir en faveur de l'environnement et prendre des décisions qui vont dans ce sens. Et donc concrètement, vous demandez quoi à Emmanuel Macron? Alors en fait, cette lettre, c'est une lettre ouverte. Donc je ne demande pas spécialement exclusivement au pouvoir public de m'écouter, mais je demande aussi aux lecteurs de Paris-Normandie et à tous les gens qui veulent bien m'écouter. Donc c'est surtout un appel collectif vers un élan qui n'est pas seulement de freiner sa consommation, mais un élan de solidarité et de changer de perception face aux choses, de se dire que nos habitudes quotidiennes ne sont pas forcément normales et qu'il y a peut-être des alternatives qui sont plus éco-responsables. Et voilà. Marie Léveillé, pour terminer, vous bénéficiez, en passant ici sur le plateau en direct de Lignes Ouvertes, vous bénéficiez d'une médiatisation. Est-ce que d'autres médias se sont intéressés ou s'intéressent à vous? Alors non, pas pour l'instant. Non. Bon, en espérant que ça leur donne l'idée. J'avais quand même une question. Nous avions juste avant un représentant de la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui nous opposait une réalité économique aux problèmes que peuvent rencontrer aujourd'hui les compagnies qui sont clouées au sol. Comment, à votre avis, on peut concilier à la fois l'appel que vous lancez pour la préservation de l'environnement, etc., et la nécessaire préservation économique également? Je pense que on peut réussir à tourner le secteur économique vers quelque chose d'éco-responsable. C'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain et que la réalité est plus complexe que juste agissons pour l'environnement, mais je pense qu'on pourrait essayer de convertir notre économie vers quelque chose de vert et de plus équitable et éco-responsable. Merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé cette préoccupation que vous avez et puis d'avoir cet esprit, finalement, que je qualifierais d'entrepreneurial, parce qu'il faut effectivement avoir l'esprit d'entreprise pour faire ce que vous avez fait. Juste peut-être dire que, donc, Céline le disait tout à l'heure, effectivement, nous avions publié dans notre édition du 14 mai dernier de larges extraits, mais votre tribune, on peut la retrouver également sur Internet, peut-être? Votre tribune complète? Bientôt, je pense qu'elle sera sur Internet, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Est-ce que vous avez une réponse d'Emmanuel Macron? Non. Voilà, à bon entendeur, si jamais l'Élysée nous regarde. Ou nous écoute sur Radio Sensation, pourquoi pas. Voilà, en partenariat avec Radio Horizon. Puisque Radio également. Sensation émet également sur l'Ouest parisien. Merci beaucoup, Marie Léveillé. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, on va retrouver Perico Légas, notre journaliste chroniqueur gastronomique qu'on aurait dû avoir avec David Gallienne, mais les agendas n'ont pas permis que ça se déroule. Mais peu importe, je suis sûr et nous sommes sûrs que notre ami Perico va encore avoir de bonnes suggestions à nous faire. Oui, déjà, se déconfiner à l'andouille de Vire, j'ai essayé. Il nous l'avait conseillé. Voilà, faut prendre une bonne douche derrière quand même. Vous avez essayé quelle andouille? Laquelle? Non, je ne vais pas dire de bêtises parce qu'ils nous écoutent là. L'andouille à slow, par exemple. Perico Légas fait son entrée sur le plateau de Lignes Ouvertes. Bonjour, mon cher Perico. Est-ce que Perico, il y a le son? Oui, vous nous entendez, Perico? Nous, on ne vous entend pas, mais on peut lire sur les lèvres. On a un petit problème de son qu'on va certainement régler. On peut peut-être, je ne sais pas, par exemple, passer le fameux micro-trottoir que je voulais lancer tout à l'heure, à moins qu'on ait Perico qui revienne. Non, nous n'avons pas Perico. Si on peut lancer le micro-trottoir de Martin Torrent, qui est allé porter sa caméra et son micro dans les rues
On a Perico, et ben ça revient. Ça s'en va et ça revient, et Perico nous revient avec l'image et avec le son, j'espère. Il est temps qu'on ait un peu de repos, hein. On sent qu'en régie ça cafouille aujourd'hui. Bonjour Perico Légas. Non, ça marche toujours pas. Écoutez, moi je suggère qu'on envoie le micro-trottoir de Martin Torrent. On parlait tout à l'heure d'aviation, on parlait peut-être d'idées d'évasion aussi en arrière-pensée. Eh bien, qu'en est-il de celles et ceux qui sont dans la rue à qui on tend le micro? Ont-ils préparé leurs vacances? Ont-ils des idées pour juillet et août? Regardez, on les écoute. On a réservé la maison hier soir. On a réservé pour août et on a réservé pour 20 personnes. Donc on attend de voir si on aura le droit de partir. Ça s'est renforcé avec le confinement, on était tous contents de partir ensemble, quoi. On avait évoqué le sujet de partir ensemble. On avait commencé à regarder, mais pas vraiment. Et puis, avec le fait d'être enfermé, on s'est dit ce serait cool de tous se retrouver, quoi. De base, on devait aller au Portugal. On a changé nos plans. Moi, personnellement, non. Moi, du coup, je suis censé travailler dans un hôtel à la montagne. Mais je ne sais pas encore si ça va pouvoir se faire avec le coronavirus. Avant le confinement, on avait déjà parlé qu'on voulait partir, mais on n'avait rien réservé. Et là, c'est vrai que ça va être compliqué. On ne sait pas trop si on va le faire. On sait qu'on va partir quelques jours à droite à gauche au bord de la mer peut-être. Pas loin, non, on voulait bouger Bretagne, ouais, mais pas loin, quoi, sur la côte. On a pris une prépa tout l'été en fait, donc on ne comptait pas partir. Moi je comptais peut-être partir en juin là, mais si c'est possible quoi. Mais encore rien n'est sûr, j'ai rien réservé ni rien, donc je sais pas. Vraiment, je sais pas, rester ici à Rouen et après chercher pour le week-end quelques lieux. J'ai prévu une semaine en août avec ma famille, avec mes parents et on partira en Dordogne. Car mon oncle a un gîte en fait, donc pour éviter tout problème de réservation ou quoi que ce soit ou annulation, puisqu'on ne sait pas avec le déconfinement. Comme ça, valeur sûre, on a préféré de prendre le gîte de mon oncle. Je pensais partir 3 semaines en juin avec mon compagnon, partir 3 semaines éventuellement à l'étranger. Mais avec le confinement, effectivement, on a annulé et c'est pour ça qu'on va plus partir une semaine en août plutôt qu'en juin. Voilà, nous tentons toujours d'établir la connexion avec Perico Légas. Et puis, en attendant, on retrouve avec plaisir Frédéric Borghino, qui n'a pas enlevé son masque. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui, du coup? Est-ce qu'on est sûr que c'est lui, oui? Oui, c'est moi. Je l'ai gardé exprès pour vous montrer comment l'enlever. On vous l'a déjà montré dans un tuto vidéo précédemment sur Paris-Normandie. Alors, quand on est au travail, on prend une petite feuille blanche, on enlève bien par les élastiques. Et on le pose dessus pour pas contaminer la surface. Voilà. Formidable. C'est un tuto en direct. Il faut impérativement que la feuille soit blanche. Il faut qu'elle soit blanche. C'est obligatoire. Ça permet de repérer le virus ensuite. D'accord. Non, c'est pas vrai. Alors, Frédéric Borghino. Salut quand même Céline qui est sortie du plateau. Voilà. Frédéric Borghino de la cellule web de Paris-Normandie, qu'on a reçu régulièrement ici dans Ligne Ouverte, mais c'était à distance et avec l'image. Là, on l'a en vrai. Et alors, donc, la chronique se déroule en plateau. Voilà, c'est nouveau. Mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'on l'enlève, d'accord, mais comment on le remet sans toucher partout? On le remet pareil. On le prend, vous voyez, on le prend avec les doigts. C'est mieux. On l'approche de son visage. On ferme les yeux. C'est mieux aussi. Faites ça comme un pro. Voilà. Et presque. C'était presque ça. Vous m'avez piégé. Mais moi, je suis venu plutôt vous parler de cinéma plutôt que de masque. Je ne sais pas si on peut voir. Moi, je suis allé à l'Omnia. Vous savez qu'en ce moment, il est en travaux, il est en rénovation. Et c'est assez impressionnant de voir un cinéma démantelé. Tout bêtement. On peut voir peut-être sur les images que les écrans ont disparu, que la sono a disparu, que les sièges sont en train d'être démontés. Voilà, on voit là une salle de projection, c'est la salle 1. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est la très grande salle. Vous voyez, derrière, il n'y a plus rien. Il reste seulement quelques pellicules toutes petites. Vous voyez, là, on va voir les écrans qui ont disparu, les écrans géants tout blancs. Il n'y a plus rien. On sait que c'est pour le meilleur, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir un cinéma comme ça, surtout un cinéma qu'on connaît bien à Rouen. Tout à fait. Alors c'est assez unique. Ils sont plein d'aménagements parce qu'ils vont tout rénover pour faire un cinéma très moderne. Et tout est jeté, ou quasiment. 70% du matériel est jeté, donc les vieux projecteurs, les fauteuils, les moquettes. Les fauteuils aussi. Et ça n'est pas récupéré? Eh bien, alors, la ville de Rouen, c'est pas trop le moment pour elle l'organiser. On pourrait penser à des enchères pour que les gens récupèrent ça.
L'Omnia, il est en train de voir comment c'est possible de redistribuer ça aux amateurs de cinéma ou alors simplement de déco, parce qu'il y a des très belles choses qui vont être jetées. Je pense aux portes d'entrée de l'Omnia avec le G de l'ancien Gaumont. L'ancien Gaumont, oui. Donc, qui sont magnifiques. Il y a plusieurs cinémas qui, quand ils ferment comme ça pour rénovation, organisent une dernière séance. Là, effectivement, l'Omnia s'est retrouvé confronté au confinement, donc n'a pas pu organiser, je suppose, une initiative de ce type. Alors, en fait, les travaux étaient prévus, ils ont été un tout petit peu avancés pour profiter justement du confinement, pour pas trop perdre d'argent. C'était l'occasion jamais finalement. Et donc voilà, ils ont commencé les travaux là depuis une semaine, et puis la réouverture sera prévue en juillet, pas prochain, mais dans un an. En attendant, ils vont être déplacés à la Halle aux Toiles, toujours à Rouen. Ça va être original aussi comme concept, ça, d'aller se faire une toile à la toile. Je viens d'avoir le jeu de mots là, comme ça. Là, attention, c'est cadeau. Ça va fort aujourd'hui. Ah oui, ça va fort. Non, c'est vrai que l'Omnia, ils font un sacré boulot au niveau rouennais avec l'accueil d'équipes de films, etc., mise en avant du cinéma d'auteur. Enfin, voilà, c'est un cinéma important dans le paysage local. C'est un super cinéma. J'ai un petit peu vadrouillé en France, et franchement, un cinéma d'une aussi bonne qualité. Frédéric. Non, mais c'est vrai, même à Paris ou à Nice, et c'est un journaliste formé à l'IUT de journalisme de Cannes qui vous le dit, un cinéma de cette qualité, c'est quand même très rare. Donc il faut en profiter. Globalement, puisque vous avez une période assez importante, d'un certain nombre de semaines derrière vous, Frédéric, que diriez-vous de ce qui a vraiment mobilisé les réseaux sociaux au travers de cette crise sanitaire que vous avez suivie jour après jour ? Ce qui a mobilisé les gens, c'était de trouver une parade à ce virus qui tuait, qui continue de tuer encore. C'est quelque chose de grave. Donc les gens étaient accrochés aux études, ils vérifiaient les courbes. On a des articles, notre infographie qu'on mettait à jour tous les soirs et désormais 2 fois par semaine, était très regardé pour suivre justement cette courbe d'évolution de la pandémie du Covid-19. Merci Frédéric. C'est le moment de quitter nos amis de Radio Sensation, toutes celles et ceux qui nous écoutent sur les fréquences de cette station qui diffuse à nos côtés depuis le début de lancement de cette émission. À bientôt et on vous dit à mardi. Et nous, on continue sur les supports numériques de Paris-Normandie. Avons-nous Perico Légas ? Eh bien, on a Perico Légas, c'est formidable. Voilà, la technique a résolu le problème. Bonjour Perico, ça y est, on voit l'image et on a eu peur. Bonjour Perico Légas. Est-ce qu'on a le son, Perico ? Ma voix arrive jusqu'à Rouen, ça y est. Ah voilà, c'est ça. Va jusqu'en Normandie. Donc, je disais qu'on aurait bien aimé vous mettre face à face avec David Gallienne, ce chef que vous aimez bien, je crois, du Jardin des Plumes à Giverny, qu'on va voir ce soir sur M6, dans Top Chef. Dans Top Chef. Mais ça n'était malheureusement pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez de David Gallienne ? Écoutez, d'abord, Giverny est un endroit qui attire du monde, donc quand il y a une forte affluence touristique, on est toujours méfiant. Et je suis allé au Jardin des Plumes un jour, je vais vous dire à l'improviste, je passais par Giverny, je repérais des adresses, et je me suis arrêté, et j'ai fait un excellent déjeuner, une cuisine contemporaine, certes, mais inspirée par la saison, respectueuse du produit, très délicate, très équilibrée. Alors justement... Et puis dans cette jolie maison... Perico, justement, David Gallienne, qu'on a dû prendre pour des raisons d'agenda le concernant au début du programme, il a souhaité vous poser une question que Anthony a notée. Oui, il vous demandait en fait comment vous envisagiez l'avenir de la cuisine étoilée à la sortie d'une période comme celle que l'on connaît actuellement avec le confinement et peut-être on va dire des besoins qui vont changer chez les consommateurs. Alors, la cuisine étoilée qui respectera les valeurs et qui repartira aux fondamentaux de la restauration et de la cuisine française se portera bien. La cuisine étoilée qui a joué sur les paramètres médiatiques, l'événementiel, des cuisines un petit peu audacieuses qui mettaient surtout en valeur l'ego du chef, celles-là, elles auront des difficultés parce qu'il y a une véritable demande de la part des gens qui vont au restaurant de revenir vers de l'authentique. Respect d'environnement de la saison, cuisine locale, ça n'empêche pas d'inventer et d'être créatif. Voilà. Mais alors, les grosses têtes étoilées, les grandes toques, les grandes gueules, ceux qui ont fait beaucoup de vent et beaucoup de bruit, aujourd'hui, l'époque est un resserrement des... Voilà, donc je crois que la vraie cuisine française étoilée se portera bien, et la cuisine médiatique, la cuisine qui met le chef, l'ego du chef en valeur, celle-là, elle aura peut-être des questions et des soucis à ça. Des noms, Perico, des noms. Donnez-nous des noms.
Non, parce que je ne veux pas attaquer personnellement des gens, mais on sait que des grands chefs étoilés comme Alain Ducasse, comme Joël Robuchon, ils respectaient les valeurs. Paul Bocuse, il respectait les valeurs. Et puis ensuite, vous avez des chefs qui sont passés par des émissions de télé. Et la télé, quand c'est pas Paris-Normandie, elle peut tourner un peu la tête. Voilà. Et à la fin, on faisait de la cuisine. Non, mais on faisait de la cuisine pour avoir des notes dans les guides, pour avoir des étoiles au guide Michelin, et on faisait une cuisine conceptuelle, très inventive, mais à un point où on est en rupture avec les fondamentaux de la cuisine. Et là, j'ai eu quelquefois des mésaventures parce que je considère que c'est plus de la cuisine, quoi. C'est de l'art plastique, c'est de l'art chimique, Oui. c'est de la... Bon, voilà. Donc, je ne vais pas citer de nom, vous les connaissez, il y en a en Normandie aussi. Voilà, donc cuisine française de terroir, de tradition, de saison, avec plein d'idées, plein d'inventions, et l'étoile Michelin, c'est ça. On a Valérie Pericot qui vous écoute et qui se demande précisément ce que signifie semi-gastronomique. Alors, semi-gastronomique, ça veut dire qu'on ne va pas au restaurant que pour manger. C'est un peu le concept du fooding. Vous savez, il y a un mouvement parisien qui s'appelle le fooding. Et est-ce qu'on peut aller au restaurant pour le décor, pour l'ambiance, pour un petit peu l'esprit qui s'en dégage? Semi-gastronomique, ça veut dire qu'on ne fait pas de la cuisine très compliquée, pas trop sophistiquée. C'est très ténu comme nuance. Moi, je crois qu'un œuf au plat qui est bien fait avec des poules qui viennent du poulailler, c'est profondément gastronomique. Un petit peu plus qu'un flan de courgettes à l'essence des kiwis et décoction d'infusion de cardamone avec de la betterave, vous voyez, au shiitake. Voilà, ça, je ne sais pas si c'est de la gastronomie. On va essayer la recette ce soir, parce qu'on a tout ce qu'il faut à la maison, impeccable. Oui, voilà. Et puis si on l'a pas, on l'achètera. Hein. Le produit. Voilà, donc là, quand on dit semi-gastronomique, ça veut dire semi-compliqué. Et là, je crois qu'on est en rupture culturelle totale avec le mot gastronomie. Gastronomie, c'est l'art de faire bonne chère autour d'une bonne table, convivialement, et le vin qui va avec, ou la boisson locale. Voilà. Et aujourd'hui, on oublie souvent qu'à table, on déguste soit du cidre, soit du vin. La gastronomie, c'est ça. C'est la mise en valeur. Notre internaute est ravi et elle vous remercie, Pericot. On a Julien de Radio Horizon qui est en ligne, puisque chaque jour, en partenariat avec cette radio, et on en est très heureux, il y a la question des auditeurs de Radio Horizon. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de vous accueillir sur le plateau. Julien, donc, quelles questions les auditeurs de votre radio ce matin ont posées et quelle est surtout celle que vous avez sélectionnée? Alors, ravi également de vous retrouver comme chaque matin. Ce matin, ce qui a intéressé principalement nos auditeurs, c'est la restauration avec le chef David Gallienne que vous aviez en début d'émission et la mise en place de la vente à emporter. Alors, peut-être que Perico Légas a l'information de son côté, puisque je vois que vous l'avez en invité actuellement. Est-ce que ça a permis au chef d'inventer principalement de nouvelles recettes ou est-ce que ça a été plutôt une adaptation des recettes qui étaient déjà existantes dans leur restaurant? C'est une bonne question. À votre avis, Perico, vous avez bien compris la question? La restauration à porter, à domicile, si je puis dire, elle a renoué avec les fondamentaux de la cuisine. Dans la mesure où les prestations techniques sont un peu limitées, la sophistication est limitée, ça n'empêche pas que ce soit délicieux, j'en ai dégusté pas mal, mais c'est un retour aux sources. C'est-à-dire qu'on a le produit, la saison, la proximité, et on essaie de pas trop... l'élaboration se limite à la mise en valeur du produit. On ne tombe pas dans le travers de la conception culturelle, de l'acrobatie gustative et des cabrioles chimico-sensorielles. Voilà. Donc, Donc, je crois que c'est au contraire, ça a permis à certains cuisiniers de redécouvrir une cuisine simple, une cuisine de l'instant, une cuisine de l'émotion, avec des produits simples, en évitant les contours de la médiatisation et des acrobaties de cirque. On n'est pas au cirque, on est au restaurant. Et ben, je pense qu'il y en a certains qui l'avaient oublié. La livraison de la cuisine à domicile leur a permis de renouer avec ses valeurs fondamentales. Julien, est-ce que votre auditeur sera certainement satisfait d'avoir eu une réponse directe exprimée par Perico Légas? Évidemment, merci à vous du coup et merci à Perico Légas d'avoir répondu à cette question. Merci Julien, on se retrouve donc avec la question de Radio Horizon mardi prochain puisque demain, jeudi et vendredi, pas d'émission et lundi non plus pour des raisons techniques, nous n'avons pas d'émission. Donc on reprendra à partir de mardi Julien. Je vous dis bon week-end à vous à mardi. À la semaine bon prochaine. Julien, merci. Au revoir. Perico, pour finir, comme d'habitude, coup de cœur, coup de gueule en synthèse. Un petit coup de cœur parce que vous savez qu'on a été inquiets pour les cidriers la semaine dernière. J'ai vu que le président Morin a envoyé une lettre au ministre de l'Agriculture et puis je crois qu'il y a d'après ce que me disent des producteurs de cidre, il y a eu un mouvement comme quoi on est entendu
Sylvain en est et même suivi. Et puis un petit coup de gueule pour certains restaurateurs qui pensent ne rouvrir qu'au mois de septembre. Ils considèrent que c'est trop compliqué, trop dangereux. Et ben non, il ne faut pas baisser les bras, il faut s'adapter. Et je crois que surtout en Normandie, il y a la possibilité de servir dehors. Vous avez vu la météo qui fait absolument divine. Donc je pense qu'il faut toujours entrer dans l'action, ne jamais renoncer et ne pas se reposer sur des assistances ou des subsides qu'il pourrait y avoir. Les clients attendent, les Français attendent de repartir au restaurant et les Normands tout particulièrement. Donc ouvrez vos portes, on est en zone verte, ouvrez vos portes dès que ce sera possible. Ouais. Après j'apporterai quand même quelques petites nuances vis-à-vis notamment des restaurateurs qui n'ont peut-être pas forcément les reins assez solides pour pouvoir assurer une trésorerie avec une jauge à 50 ou 40%. Mais bon, on rentre dans un autre débat. Non, j'avais une dernière question, la question un peu bonus. Est-ce que vous allez être devant votre télé ce soir, devant Top Chef ? Est-ce que vous êtes client, vous, de ce genre d'émission culinaire ? Alors, je les regarde pour m'horrifier. Quand il n'y a pas de film d'horreur à la télévision, quand il n'y a pas d'émissions qui me crispent, je regarde ces émissions. J'ai rien contre le principe qu'on fasse de la cuisine à la télévision. Au contraire, nous avons besoin de remettre en valeur notre patrimoine culinaire. J'ai grandi avec, Sylvain s'en souviendra, avec Catherine Langer et Raymond Oliver. J'ai connu Maïté, j'ai connu Aubuchon. C'était la cuisine pour voilà. Aujourd'hui, c'est de la mise en scène américaine en reality show avec, mais alors, c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de choses formidables dedans et en même temps l'esprit qui en dégage. Et pour avoir rencontré les cuisiniers qui ont participé, et certains sont des amis, ils m'ont dit qu'ils en sont sortis abîmés. Psychologiquement, culturellement, sociologiquement, ils s'en sont sortis abîmés. Voilà. Les chaînes de télé font ça pour faire du chiffre d'affaires, pour faire du buzz, pour faire de l'image, absolument pas pour défendre le patrimoine culinaire français. Donc ces émissions, c'est de la merde. Bon, voilà. C'était le deuxième coup de gueule de la journée. Alors. Ah ben là, on retrouve le grand Perico là, dans ses œuvres. Bon, en tout cas, ça n'empêchera pas Anthony, qui n'a jamais regardé Top Chef sur M6, de peut-être jeter un coup d'œil ce soir. Je pense pas. Non. Non, je suis désolé, hein, mais j'ai d'autres choses de prévues. Bon, il y a des appareils qui enregistrent aussi. Et puis le replay j'y connais rien. Perico, on se retrouve mercredi prochain ? Bien sûr. Eh ben, merci. Faites bien votre devoir. Hein, J'aurais peut-être une idée de gourmandise à vous suggérer. Alors, une idée de gourmandise pour le mercredi prochain, d'accord. On prend, on est client. Sylvain, vous buvez du cidre d'ici mercredi, tous ensemble. Là. Ah, oui, il fait que ça, matin, midi et soir. Ça devient compliqué sur le plateau. On déconfine à l'andouille de Vire, c'est le leitmotiv de l'émission. Voilà, et déconfinez-vous à l'andouille de Vire, c'est Perico qui nous le demande à tous et on va s'exécuter, on va obéir. À l'andouille Aslo, c'est ça ? À l'andouille Aslo, hein, et à quelques autres. Au revoir Perico. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne journée. On termine sur un programme un peu plus culturel, si on peut dire, avec du cinéma et de la musique. On va d'abord parler cinéma, Anthony. Oui, on va parler cinéma, enfin on va reparler cinéma, puisqu'on était tout à l'heure à l'Omnia avec Frédéric Borghino. On peut resaluer Céline. Je pensais pas que vous reviendriez, Anthony, Céline. Moi, quand on parle cinéma, vous me connaissez, je reviens. Mais oui, voilà, donc on va, ça tombe bien, parce qu'on va avoir Ariane Doublet en ligne. Ariane Doublet que vous connaissez, puisque elle est réalisatrice en Normandie. Elle a sorti notamment il y a quelques années déjà Les Sucriers de Cotteville et plein d'autres choses. Et là, elle revient avec un documentaire qui s'appelle Green Boys et elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Ariane Doublet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur les news ouvertes, Céline. Alors bonjour Ariane. Oui, Ariane, voilà. En toute simplicité. On est entre nous. On est en Normandie. Voilà. Il fait beau, on est détendu. Alors Green Boys, c'est un film documentaire où vous avez suivi donc l'histoire. C'est Alassane, 17 ans, qui a quitté la Guinée et qui est arrivé seul en France. Et il est accueilli dans un village de Normandie. Il s'appelle et il rencontre un autre jeune garçon qui s'appelle Lucas. Et on peut le dire, une amitié née entre les deux. Comment cette histoire vous est venue jusqu'à vous ? Alors en fait, je fais partie d'une association d'accueil qui s'appelle Délit Solidaire, où des particuliers accueillent des jeunes qui viennent d'arriver en France, qui sont mineurs et qui en fait sont à la rue parce qu'ils sont en attente d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, j'ai accueilli dans ce cadre Alassane à la maison, chez nous à la campagne. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Lucas, qui en fait habite le village. Moi, je ne connaissais pas Lucas, mais ils se sont rencontrés autour d'un ballon pour jouer au foot. On a l'impression que Alassane, finalement, au contact de Lucas, cherche à retrouver un peu de son enfance, perdue, une enfance qu'il n'a pas pu vivre auparavant. Alors en fait, Alassane a quitté la
Guinée à 15 ans, il est parti très jeune et puis il a voyagé, il a eu un périple qui a duré 2 ans où il s'est retrouvé emprisonné en Libye, il a traversé la Méditerranée dans des conditions extrêmement difficiles. Ensuite, il est resté coincé en Sardaigne dans un camp fermé, donc il est arrivé très fatigué et un peu démoralisé. Et alors moi, j'ai pas du tout commencé le tournage tout de suite, hein, bien sûr, j'ai attendu quelques mois. Mais c'est vrai que Luca a été son premier ami français et lui a certainement permis de renouer avec une part d'enfance. Il s'est autorisé du coup Alassane à se poser un peu et à prendre une parenthèse comme ça après son arrivée en France. Comment vous lui avez présenté l'idée de le filmer et pourquoi il a accepté d'être filmé ? Alors, moi, j'aurais dit que j'avais vraiment envie de faire un film sur leur relation et c'était le cas en fait. C'est ça qui m'a donné envie de faire le film. Je trouvais ça très beau, ce moment de vie dans la vie d'Alassane où justement ça le sortait aussi un petit peu de tous les stéréotypes qu'on a sur les jeunes migrants. Enfin, c'est-à-dire que souvent ils sont toujours assignés au drame et là il vivait autre chose et c'était un peu le début de sa vie possible en France. Et je crois que c'est pour ça qu'Alassane a tout de suite accepté. Il s'est dit que voilà, il y avait des choses positives qui commençaient à arriver pour lui et que ça pouvait donner de l'espoir et que ça pouvait encourager d'autres jeunes qui étaient dans des situations difficiles et qu'en voyant le film, peut-être ça pouvait leur donner espoir. Et puis c'était aussi, franchement, c'était aussi pour s'amuser, quoi, parce qu'on a passé un super moment et je crois qu'ils ont eu envie de faire le film parce qu'ils avaient envie de construire une cabane, ils avaient envie de faire des choses et de faire un film, ça les intéressait aussi. Il y a un côté conte, effectivement, vous parlez de la cabane, voilà, c'est un peu le fil rouge, mais il y a aussi cette phrase assez dure quand Alassane dit, voilà, la première chose qu'on voit quand on arrive en France, c'est, je redis ça de tête, mais c'est la loi ou les textes de loi ou la justice, enfin, il dit quelque chose comme ça symbolise aussi quelque chose que vous souhaitiez dénoncer quelque part. Alors en fait, le film, il est vraiment construit sur 2 registres, parce qu'il y a la partie avec Luca qui est tournée ici, autour du village, dans la nature, dans un moment joyeux en fait. Et il y a la voix off d'Alassane qui raconte ce par quoi il est passé et les difficultés administratives et le fait qu'il soit toujours confronté. Il est passé 3 fois devant une juge des enfants avant que sa minorité soit reconnue. Et donc voilà, donc il dit la première chose qu'on rencontre en France, c'est la loi, on te juge comme si tu avais fait quelque chose de mal. Et c'est vrai que les jeunes, souvent, quand ils arrivent en France, ils ne s'attendent pas du tout à ça, quoi. Ils s'attendent à être reconnus pour ce qu'ils sont, pour des jeunes mineurs, à pouvoir être mis à l'abri. Mais là, ils se retrouvent souvent à dormir dehors, dans le froid. Donc après, bon, c'est vrai que l'association, ça leur permet de faire des rencontres de familles françaises, de personnes qui, par la suite, vont pouvoir un peu les soutenir, les aider dans leur parcours, les aider à être scolarisés. Voilà, donc... Voilà, et d'ailleurs à ce propos, je me permets de lancer un peu une annonce, c'est que donc l'association Délices Solidaires, elle est basée au Havre. On est une 30aine d'accueillants et on a accueilli depuis le début une 60aine de jeunes, donc ça se tourne entre les différents accueillants. Et puis quand les jeunes parfois finissent par être reconnus mineurs, à ce moment-là ils sont mis à l'abri à l'hôtel. Ouais. Mais en ce moment, on a des difficultés, on manque d'accueillants sur le Havre. Il y a pas mal d'accueillants à la campagne, aux alentours, mais après, je pense avec les problèmes de confinement et tout, et puis c'est vrai que les gens ont moins de place au Havre, mais petit à petit, les jeunes sont scolarisés au Havre, donc ils ont besoin d'être au Havre, ils ont besoin d'être accueillis au Havre pour pouvoir suivre leur formation, leurs apprentissages, et on commence à manquer d'accueillants sur le Havre. Et l'adresse mail est diffusée en ce moment même sur le plateau pour les internautes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'association Délices Solidaires. Je suppose qu'on peut retrouver l'association sur Facebook. Exactement. Sur peut-être une page internet également. Il y a peut-être une adresse. En fait, par Facebook, c'est facilement trouvable. Hein. C'est Délices Solidaires en 3 mots, évidemment. Hein, Donc les personnes qui souhaitent vous soutenir peuvent vous contacter. Céline ? Oui, vous parliez du confinement. Pour finir, parce que le film est sorti, mais depuis Alassane continue sa vie. Nous, on avait fait des reportages, notamment à Rouen, de migrants, de jeunes migrants qui étaient accueillis dans des familles. Est-ce que vous savez où il est, ce qu'il devient, des nouvelles d'Alassane ? Oui, bien sûr, on est tout à fait en contact. Donc Alassane, il termine son CAP en mécanique dans un grand garage au Havre. Il est logé dans un hôtel. Il a obtenu son titre de séjour pour 1 an, donc maintenant il va falloir qu'il le renouvelle. Et il veut poursuivre en faisant un bac pro en mécanique.
Voilà. Et il est toujours en contact, en relation avec Luca aussi. Hein. Quand Alassane revient au village, ils se retrouvent toujours tout de suite, ils sont restés liés. Juste un mot, le film devait sortir au cinéma, forcément la sortie a été... elle devait être reportée et finalement annulée puisque le film est sorti directement en VOD. Ou est-ce qu'il y aura peut-être une sortie ciné quand même ? C'est-à-dire qu'en ce moment, la chronologie des médias est tout un peu perturbée. Oui. Donc on a décidé de commencer par faire une sortie VOD. Et au moment de la réouverture des salles de cinéma, en fait, le film sera retiré des plateformes VOD et pourra être projeté dans certaines salles qui souhaitent le faire, qui souhaitaient le programmer et qui du coup s'engagent à le programmer au moment de la réouverture. D'accord, donc pour l'instant on peut le trouver sur les plateformes de VOD et bientôt au cinéma avec des rencontres, des rencontres certainement avec le public, donc on aura des chances de vous croiser en Normandie. Merci beaucoup. Et ça répond à la question d'Annie. D'Annie se posait la question de savoir où est-ce qu'on peut voir le film. Et ben voilà, la réponse a été donnée. J'en profite pour vous dire, Ariane Doublé, que Claudine, qui nous suit, vous adresse un message. Elle dit bravo, madame, et merci. Ça fait plaisir. Et on rappelle l'association Délices Solidaires sur Facebook, mais je pense qu'on retrouvera également dans les commentaires de la page de PNTV. Voilà. Merci beaucoup. Les plateformes VOD, juste pour ajouter, parce que les gens ne savent pas toujours très bien. Donc, c'est la vidéo à la demande. Et donc, il y a Univers Ciné ou sur Orange, ou on le trouve comme ça, sur Arte VOD. Voilà. Il faut en citer 3, vous avez bien fait. Merci beaucoup, Ariane Doublé. Merci. Merci à vous. Et merci pour le film aussi, qui est très bien. Et on avait cette remarque d'une personne qui nous suit qui disait à Saint-Jouin-Bruneval, donc en Normandie, le maire va mettre en place un drive pour le cinéma. Pourquoi ne pas effectivement envisager de diffuser ce film sur le drive, puisque on peut se demander d'ailleurs si les drives, un peu comme ça se faisait aux États-Unis il y a longtemps, ne reviendraient pas. Il y a des initiatives comme ça ici ou là qu'on voit apparaître. Anthony avait posé la question à Richard Patry. Et à Rouen, il y a un drive-in qui va être organisé le samedi 30 mai. Vous le lirez prochainement dans Paris-Normandie. Je n'ai pas encore la programmation, Anthony, mais on pourra y aller. Ça par texto. Voilà, tout à fait. On termine en musique ? Non. Si. Ah bon, d'accord. Si. Après le cinéma, la musique. Eh ben alors allons-y, terminons en musique avec un artiste normand. Oui. Alors j'ai un doute sur la prononciation de son prénom. On va essayer de ne pas écorcher son nom s'il est déjà en ligne avec nous. Il va pouvoir nous aider un peu. Oui. On l'a pas encore en ligne. On l'a pas encore en ligne. Donc voilà, c'est un jeune artiste normand. Alors, qui se lance pour le nom, Anthony ? Non, à vous l'honneur. Alors on va dire qu'il s'appelle Jaen Horstman. Mais le nom c'est pas le plus important, c'est ses chansons qui comptent le plus. Voilà. Il est normand, alors plutôt côté Caen. On le compare à Damien Rice. Alors pareil, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que c'est un très très joli compliment. Et on a parlé de lui parce qu'il a eu un confinement très prolixe. Voilà, c'est vrai que y a pas mal d'artistes qui ont profité du confinement pour créer, et c'est son cas puisqu'il sort une sorte de mini EP, mais il pourra nous dire tout ça quand il sera avec nous. Extended Play, c'est ça. J'ai toujours un doute sur Sylvain qui est un peu le monsieur musique bis, forcément. Non, moi c'est Thomas Dubois. Oui, l'homme de la musique ici, c'est Thomas Dubois. Et donc un EP, c'est un Extended Play, quelque chose comme ça, c'est ça ? C'est une petite plaquette, enfin un disque que présentent les groupes pour se faire connaître généralement. C'est pas encore un album. C'est pas l'album, voilà, c'est l'étape intermédiaire. C'est un échantillon de tout ça leur permet talent. d'envoyer ça notamment aux salles pour essayer de les séduire et se faire programmer, ou même dans les cafés. Ou voilà. Écoutez, on ne parvient pas à établir la connexion avec notre musicien qui devait terminer le programme d'aujourd'hui. Donc on lui proposera. Ça arrive une fois de temps en temps. Ah si, ça y est, il revient. Bon. Donc la connexion est établie et on va pouvoir mettre du concret sur ce grand lancement qu'on a effectué en attendant que la connexion s'établisse avec du son et avec une question qui nous brûle les lèvres. Comment prononce-t-on votre prénom et votre nom ? Bonjour. Écoutez, merci de m'accueillir. On prononce Jaen Horstman. Et ben voilà. Je l'avais bien prononcé. Et ben voilà, impeccable. Bravo Céline. Alors bonjour, mais merci d'être avec nous. Comme je le disais, voilà, vous êtes normand et vous avez profité de ce confinement pour sortir des chansons inédites. Ça vous a inspiré le confinement ? Oui, ça m'a inspiré. Je pense que le fait d'être un petit peu privé d'une certaine liberté, ça crée des mécanismes de création. Et les morceaux sont venus assez rapidement, assez naturellement. Ouais.
Et comment vous avez enregistré? Vous avez tout ce qu'il faut à domicile? Vous avez tout orchestré tout seul? Ou vous avez travaillé, comme on a pu le voir pour certains artistes, via différents réseaux vidéo avec d'autres musiciens? Ouais, alors en fait, j'ai du matos, donc je suis dans une maison et j'ai du matos avec un studio, un home studio, donc avec des micros, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tous les instrus, c'est aussi la salle de répète. Et du coup, c'est là où je fais mes maquettes, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire de la zik. Et votre style, alors vous étiez comparé tout à l'heure, Céline disait tout à l'heure que vous étiez comparé à Damien Rice. Comment vous vous définiriez, vous? Bah, c'est flatteur, merci. C'est une de mes influences. Comment je me définirais? Je dirais que moi j'ai été bercé au folk, donc je suis un auteur-compositeur, voilà, interprète. Je suis un songwriter en fait, issu de cette tradition folk, et je raconte des histoires en anglais, un peu dans la veine de gens comme Neil Young ou voilà, Damien Rice, voilà. Cette culture. Et donc ces titres-là que vous avez composés pendant le confinement, ils vont faire partie d'un album Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que donc en fait on a commencé, j'ai fait ça avec mon colocataire qui est aussi le guitariste dans le projet de Jay Northman. Et du coup Valentin Ducreux, il s'est mis à l'ordi, il m'a enregistré et c'est parti d'un titre. Voilà, on a commencé comme ça et l'idée est venue de faire participer les gens en fait, parce que faut dire aussi qu'avec le Covid j'étais privé d'une tournée parce que je devais faire des concerts. Puis moi c'est la grande période parce que je dois renouveler, je suis intermittent du spectacle, donc je devais renouveler en fin septembre. Donc il y avait cette envie. Prolongé d'un an. Ouais, donc ça c'est chouette, on attend un petit peu d'avoir voilà, le détail de la circulaire, tout ça, mais en tout cas, c'est le bienvenu pour tous les acteurs du spectacle, parce que c'est vraiment, c'était important qu'il y ait ça, quoi. Donc, en fait, voilà, donc ça venait de ce désir de contact qui m'a un peu été enlevé. La tournée, j'étais un peu privé de tout ça, et donc j'ai eu l'idée de faire chanter les gens qui me suivent sur les réseaux et tous les gens qui voulaient dans leur téléphone. Donc en fait voilà, je donnais des instructions, je composais le morceau, je compose assez vite, donc en écriture un peu automatique, les accords, les paroles le lundi, le mercredi on donnait des instructions vidéo, le morceau il était prêt, il y a Valentin qui avait enregistré ses guitares, les batteries et tout. Et puis ensuite on les faisait chanter. Donc on est parti de ce morceau. On pourra retrouver tout ça sur vos réseaux sociaux, sur le Facebook qui est attaché à votre nom de scène. Ouais, exactement. Ça se trouve là-dessus et comme je vous disais, on est parti d'un titre. On en a fait 4. Ouais. Et au final, j'ai voulu l'offrir en fait aux gens. Le but c'était de partager avec les gens, de passer un bon moment et donc je l'ai offert on peut l'écouter sur SoundCloud et le télécharger aussi, et on peut aussi le voir sur YouTube. Et on mettra le lien effectivement dans les commentaires de la vidéo. Allez, la dernière petite question peut-être, est-ce que vous avez votre guitare à proximité? Alors non, je l'ai pas à proximité. Dommage parce qu'un musicien qui intervient en vidéo, on aurait dû vous le demander avant, c'est vrai. On n'a pas fait nos devoirs jusqu'au bout, mais ça aurait été bien de vous entendre gratter un petit extrait. Ouais, je peux. Après, je peux vous parler aussi surtout d'une actu, c'est que vous me parliez d'album. Là, en fait, ce que j'ai offert pendant ce confinement, c'est un EP, donc c'est quelque chose que j'ai offert. Par contre, depuis 1 an, je travaille sur mon premier album. Donc, si vous me permettez, je vais juste en parler une minute. Oui, allez-y. Voilà. Donc, pour un artiste, c'est assez important. C'est mon tout premier album. J'ai la chance d'avoir des guests en musiciens qui ont voulu participer au projet. Donc, des gens, par exemple, qui jouent avec Clara Luciani. Et j'ai d'autres invités musiciens qui m'ont fait l'honneur d'y participer. Voilà, pour quelqu'un d'indépendant et pas forcément connu comme moi, c'est une chance. Et du coup, je vais lancer un financement participatif, un appel, vous savez, comme ça se fait pas mal sur les réseaux, ce sera sur ma page Facebook Jay Northman.
ce sera annoncé, ça commence mercredi prochain, mercredi 27. Voilà. Et voilà, nous les artistes, on a besoin du soutien aussi du public. On a vraiment besoin d'eux et on fera un point dans quelques temps à ce moment-là et la prochaine fois donc on vous demandera votre guitare à ce moment-là pour avoir un petit extrait en live. Avec plaisir. Et puis dans l'appel au financement participatif, il y aura une vidéo avec un extrait en exclusivité du prochain album. Donc ce sera retrouvé mercredi et prochain. les gens pourront voir ça. Donc je les invite à venir sur ma page Facebook notamment. Voilà. Et peut-être prochainement irez-vous, peut-être comme le dit Françoise ou comme le souhaite Françoise, jouer au Magic Mirror au Havre. Merci beaucoup Jeanne Haussmann d'avoir passé ce moment agréable beaucoup avec nous. Au revoir. Merci. Et on termine la semaine avec une suggestion de Martin Torrent qui nous engage à fréquenter nos écrans avec une nouvelle proposition. C'est ça, exactement. Donc on a parlé cinéma en début d'émission, cuisine, re-cinéma, et moi je vais vous reparler cinéma, plutôt web-série. Alors comme justement le confinement est terminé, on a un petit peu moins le temps de regarder, mais moi je vous conseille vraiment une web-série produite par France TV. C'est une série politico-comique vraiment très intéressante qui va parler du Parlement de Bruxelles. Voilà. Et on va en voir les images que vous avez réalisées pour nous, pour terminer cette émission qui clôt la semaine, puisque, je le redis, nous le redisons, demain pas d'émission, vendredi pas d'émission, lundi pause technique pour des raisons de studio, et puis mardi nous reprendrons ici, même plateau, même heure, les directs de Lignes Ouvertes. Et en pleine forme. Et en pleine forme, bien sûr. Reposer, on vous souhaite une très très bonne... vous allez faire des grosses siestes, ça va vous faire du bien, Anthony. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, et puis on se retrouvera avec énormément de plaisir la semaine prochaine. Au revoir à tous. Et à Au revoir. Au revoir. Salut Céline, salut Sylvain, salut Martin. Salut. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, on va vous parler d'une web-série qui s'appelle Le Parlement, qui est franco-germano-belge, une série multiculturelle qui parle du Parlement européen à Bruxelles. La série met en scène Samy, un jeune assistant parlementaire qui fait son premier jour. Il va être attaché à un parlementaire français nul qui ne fait absolument rien et qui se débrouille pour en faire le moins possible. Il fuit ses responsabilités de manière magistrale. Cette série est produite par France TV et vous pouvez la retrouver sur le site de France TV. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'à même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Samy? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit? Non, ça on peut pas faire. Bonjour Maurice, je m'appelle... Can I take these off? Ah. C'est à votre conseiller politique de vous orienter. Oui d'accord, mais alors Maurice me déteste. Cette série est un très fort potentiel comique par rapport à l'incompréhension. Comme on est au Parlement européen, il y a beaucoup de langues, c'est multiculturel. On ne comprend pas forcément, on est dans le flou, on est comme Samy, on est lancé dans le grand bain alors que nous aussi on n'y comprend rien. Samy va mettre de la bonne volonté et tout en œuvre pour faire au mieux son travail, mais bien sûr ça ne va pas se passer comme prévu. Excuse-moi. Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés. Donc de Michel. Vous l'avez déjà rencontré? Allô? Non Michel, ça va, c'est Thorsten. Du ninja? Trahison et politique, ce sont les mots d'ordre de cette série. Une série dynamique sortie en avril 2020 avec 10 épisodes d'environ 25 minutes. Si vous voulez passer un bon moment devant une série politico-comique, foncez, c'est la série qu'il vous faut. Malin, astucieux, attendu et inattendu, c'est ce qui fait le comique de cette série. C'est une série justement pas politiquement correcte. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est comme ça que ça se passe, mais en tout cas ça nous fait beaucoup rire. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt pour une prochaine rubrique ciné.